Bonjour à tous. Je vais commencer à traiter la leçon système oscillant. Le plan de cette leçon est le suivant. Je vais présenter certains systèmes oscillants et en même temps, je vais effectuer une étude théorique de son mouvement. Alors, les systèmes oscillants qu'on va étudier, je commence par le pendule élastique, puis le pendule pesant, puis un cas particulier de ce pendule pesant, c'est le pendule simple, ok, et je termine par le pendule de torsion. Donc le pendule élastique, c'est paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3 et paragraphe 4. Et finalement, je vais donner les différents modes d'amortissement que peut subir un système oscillant. Je vais commencer par le pendule élastique, mais avant de commencer, je tiens à remercier vivement le responsable de l'établissement de l'enseignement privé Ibn Khatib qui m'offre toujours le local d'où j'enregistre mes vidéos. Ok. Alors, un pendule élastique, sa description, c'est quoi? C'est un ressort qui est fixé à un support, ok, d'une extrémité, et l'autre extrémité est fixée à un corps solide. Donc, ce pendule élastique, il peut être vertical comme il peut être horizontal. Nous allons étudier son dynamique dans le cas où elle est horizontale. Ça veut dire que le solide effectue un mouvement rectiligne oscillatoire sur un plan horizontal. Et je vais négliger le frottement. Donc le solide est de masse M. Ok. Donc je vais faire un schéma. Donc voilà le support fixe, ok, où je fixe aussi l'extrémité de mon ressort, ok, voilà, ok. Ici j'ai mon corps solide qui glisse, ok, sur un plan horizontal. Voilà le plan horizontal sans frottement. Voilà le centre d'inertie du solide G, ok, S, donc S de masse M, et le ressort de constante de raideur K. Voilà. Alors, à t égale à 0, ça veut dire à l'origine des tâches, je vais écarter le solide de sa position d'équilibre. Ok. Donc, je vais tout d'abord choisir un repère orthonormé où nous allons étudier le mouvement de G. Ok. Voilà. Notre repère. Donc, ici X. Ok. Et pour l'axe des Y, ok. Donc, je vais prendre comme origine du repère, donc pour simplifier l'étude, la position initiale de centre d'inertie G0. Ok. C'est G0, ou bien je vais l'appeler O. Donc, à un instant donné, qu'on va considérer comme origine du temps, je vais, décaler, le système S de sa position d'équilibre, et puis je le lâche et je laisse le système à lui seul, et on va remarquer que le solide S va effectuer des oscillations. Ça veut dire quoi, des oscillations? Dans ce cas, ce sont des mouvements de va-et-vient autour de la position d'équilibre. Ça veut dire le solide commence à faire des mouvements rectilignes de va-et-vient autour de sa position d'équilibre.
Bon, donc voilà, je vais tracer le schéma à un instant T. Voilà, ok. Un instant ultérieur. Voilà, donc j'ai 3 spires. Et voilà notre solide S. Voilà, S. Ok. Ici, j'ai le plan horizontal. Voilà mon plan horizontal. G, S. Ok. Donc, dès que j'écarte le solide S de sa position d'équilibre, je le lâche sans vitesse initiale. Ça veut dire sans lui fournir une énergie cinétique. Bon, donc l'axe des ordonnées sera celui, ok, qui est perpendiculaire à l'axe des X. Voilà l'axe des ordonnées, ok, cet axe-là, ok, voilà, Y. Alors là, j'ai le vecteur unitaire I et là, le vecteur unitaire J. Donc, bien sûr que ce repère, puisqu'il est lié à la Terre, donc c'est un repère galiléen, ce qui me permet d'appliquer dans ce repère la deuxième loi de Newton. Bon, à un instant donné, je repère la position du centre d'inertie de S par l'abscisse X. Okay. Et X évolue au cours du temps. Donc, avant d'aborder l'étude théorique, ça veut dire l'application de la deuxième loi de Newton, tout d'abord, je vais présenter ce qu'on appelle force de rappel. Alors, la force de rappel, c'est la force qu'exerce le ressort sur le corps S. Okay. Donc, je vais la représenter, voilà. La force de rappel. R. Donc, ces caractéristiques, le point d'application, c'est bien sûr, c'est une force de contact locale. Ça veut dire que le contact se fait sur une surface qu'on considère comme ponctuelle. Donc, le point d'application, c'est le point de contact de la force R, donc pardon, je vais la nommer par F. F, ok. Je vais laisser R, le symbole de la force exercée par le plan sur S. Donc, j'ai dit que le point d'application, c'est le point de contact entre F et le solide. Ok. Deuxièmement, la direction. Alors, la direction, c'est quoi? C'est la direction de l'axe du ressort. Ça veut dire que la direction de la force F coïncide avec l'axe du ressort. Et le sens, ok, donc le sens, vous voyez que le sens, il est contraire au sens du vecteur OG, ok, du vecteur position OG. Donc voilà, donc je vais écrire ces caractéristiques. Alors donc j'ai dit que la force de rappel est celle appliquée par S par le ressort sur S. Donc ces caractéristiques, point d'application, ok, donc ces points de contact entre S et le ressort. Direction, ok, elle coïncide avec l'axe du ressort. Sens, donc contraire au sens du vecteur OG, de OG. Et puis, pour l'expression, ok, expression dans R, ok, O, I, ok. Donc ici, je vais écrire, on étudie le mouvement de S dans R, O, I, J.
Voilà, donc voir figure, bien sûr, voir figure. Alors, expression de F. Alors, donc, on a F, donc, égal à moins K, qui est la constante du raideur du ressort fois le vecteur OG. Donc, ça va me donner F égale à moins K et le vecteur OG, ok, égale à XI. Voilà. Moins K, X fois le vecteur I. Donc, pourquoi on appelle cette force est qualifiée de force de rappel? Tout simplement parce que cette force, puisqu'elle est opposée au vecteur position OG, alors à chaque fois, à chaque instant, la force F tend à ramener le corps S à sa position d'équilibre. Ou bien autrement, la force F, elle s'oppose à la déformation du ressort. Okay. Donc chaque fois que le ressort se déforme, la force F tend à le ramener ou bien à s'opposer à cette déformation. D'où la qualification de cette force par force de rappel. Donc maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Newton sur le corps S, okay, pour savoir l'évolution de son abscisse au cours du temps. Donc, je vais effacer cette partie et je passe petit 2. Donc, petit 2, étude dynamique du mouvement de G, ok, centre d'inertie de S. Voilà. Donc, toujours avant de commencer l'étude dynamique, vous devez faire l'inventaire des forces et préciser votre système. Alors donc, on va écrire, soit je vais écrire système étudié S, puis bilan des forces, ou bien directement j'écris que S est semi A. Et je commence à faire l'inventaire des forces. Donc, P, son poids, voilà. Puis, la force R, ok, réaction du plan. Et puis, la force F, donc soit tension du ressort ou bien force de rappel. Parce que déjà, j'ai donné la définition de la force de rappel. Force de rappel. Donc, appliquons le principe fondamental, la relation fondamentale de la dynamique, ou bien la deuxième loi de Newton sur le centre, donc déjà j'ai signalé que G est le centre d'inertie, donc sur G, et je dois préciser mon repère, que je dois mentionner qu'il est galiléen. Donc, R, O, I, J, galiléen. Galiléen. La deuxième loi de Newton, donc, exprime que sigma des forces extérieures agissant sur S égale à la masse du solide ou bien du système fois le vecteur accélération HG. Je vais donc exprimer sigma des forces extérieures. Alors, les forces sont F, R et P. Donc, F, ok, plus R plus P égale à 0. Ok. Donc, j'ai dit au début qu'on néglige les frottements. Alors, je dois mentionner ici que réaction de plan s'effectue ou bien s'exerce sans frottement. Et je peux
représenter ces deux forces, les forces, donc j'ai déjà représenté F. Alors, puisque le solide donc, se déplace sur le plan, il ne quittera pas le plan lors de son mouvement, ça veut dire que l'effet de P compense l'effet de R. Donc, P et R ont même direction, même module, même intensité, pardon, mais de sens inverse. Alors, si je veux représenter ces deux forces, je dois quand même leur donner, ou bien donner à leur vecteur les mêmes longueurs. Alors, voilà R, ok, donc il est perpendiculaire au plan, puisqu'il n'y a pas de frottement. Et je dois mesurer avec ma règle la longueur du vecteur R, donc je dois représenter la même longueur, okay, pour le vecteur P. Voilà. Alors ces deux forces, leur somme est nulle. Pardon, ici c'est pas 0, mais c'est M à G. M à G. Ok. Bon, par projection sur l'axe des X, ok, ou bien expression de F et M à G dans le repère, j'obtiens, donc F déjà, on a trouvé que F égale à moins KXI égale à MX de point I. Donc je vais simplifier par I, il me reste moins KX égale à mx de point. Et je vais ramener ce membre ici, ok. Alors le moins va devenir plus, et j'obtiens finalement mx de point plus kx égale à 0. Donc je peux simplifier par m, et j'obtiens finalement x de point plus k sur mx égale à 0. Et voilà, j'obtiens l'équation différentielle du mouvement de G, centre d'inertie de S. Alors cette équation elle est linéaire, et on a vu ce type d'équation lorsqu'on a étudié les mouvements, les oscillations libres d'un circuit LC. Donc la solution ou bien la fonction qui vérifie cette équation, c'est une fonction sinusoïdale. Ok. Donc maintenant, on va voir la résolution de l'équation différentielle. Voilà. Bon, résolution de, donc je vais la nommer 1, résolution de 1. Ok. Donc 1 admet comme solution la fonction suivante, x de t égale à xm fois cosinus de pi sur t0, t plus phi. Voilà la forme générale de la solution à cette équation. Alors nous, on veut on doit déterminer xm, t0 et phi. Bon, en fonction des données, bien sûr, en fonction des caractéristiques de l'oscillateur, à savoir sa masse et la constante des raideurs, et des conditions initiales. Bon, donc ici pour ces coefficients, alors xm, donc il représente ce qu'on appelle amplitude du mouvement. Bien sûr, exprimé en mètres. Bon, de pi sur t0, ou bien t0, c'est la fréquence,
la période propre du mouvement. Période propre du mouvement. Ok? Donc exprimé en secondes, parce que c'est un temps. Et puis, de pi sur t0, t plus phi, c'est la phase à l'instant t. Phase, bien sûr, du mouvement à l'instant t. Et phi, donc phi, ça veut dire que la phase à t égale à 0, égale à phi, c'est la phase du mouvement à l'origine de temps t égale à 0. Et la fonction x de t est appelée élongation, élongation du mouvement ou bien du ressort. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit déterminer ces paramètres xm, t0 et phi. Bon, pour cela, on va commencer par la détermination de la période propre du mouvement ou bien de l'oscillateur. Voilà. Alors, détermination de T0. Donc, pour déterminer T0, donc, puisque c'est une solution à l'équation, alors cette solution, il doit vérifier l'équation différentielle. Ok. Alors, pour cela, je dois dériver 2 fois x de t, ok, pour remplacer la dérivée seconde dans l'équation différentielle. Alors, la dérivée première de x de t me donne, ok, donc dérivée de cosinus c'est moins sinus, et je dois sortir de pi sur t0. Donc, ça va me donner moins de pi sur t0, cosinus ou bien sinus de pi sur t0, t plus phi. Et puis x de point, ok, de t, ça va me donner donc dérivée du sinus sur cosinus, ok, donc moins de pi sur t0 au carré, cosinus de pi sur t0, t plus phi. Voilà. Donc je remplace x de point et x de t par leurs expressions dans l'équation différentielle, ok. Donc alors, ainsi, on aura donc x, donc je dois réécrire l'équation différentielle. Ainsi, l'équation donc x de point plus k sur mx égale à 0 devient donc x de point c'est moins 2pi sur t0. Alors ici, pour simplifier, donc égal à tout simplement moins 2pi sur t0, le tout au carré. Ok. Bon, ici j'ai oublié xm, c'est bon. Voilà, xm. Alors ici, je dois mettre xm. Voilà. Ici aussi, je dois mettre xm. Moins xm. Donc, moins de pi fois x de t. Voilà, parce que xm, cosinus de pi sur t0 plus phi, égale à x de t. Donc, et j'obtiens moins de pi sur t0, x de t, plus, donc, k sur m, x de t, égale à 0. Alors, je factorise par la fonction x de t, ok. Facteur, ici, il me reste k sur m, moins 1, égale à 0. Quel que soit t. Donc, x de t ne pourra pas être nul tout le temps. Il pourra être nul à des instants, mais pas au cours du temps. Ça veut dire que x de t égale à 0 n'est pas admis, mais ce qui est admis est que k sur m, pardon, ici, moins de pi sur t0, égale à 0. Donc, ou bien d'où, k sur m
moins 2pi sur t0 égale à 0. Et de là, t0 sera égal. Alors ici, pardon, c'est 2pi sur t0 au carré. Ok, je m'excuse. Voilà, au carré. Ici, au carré. Donc après, c'est une équation de premier, à un seul inconnu, ok, donc ça veut dire que racine de k sur m égale à 2pi sur t0, et finalement t0 sera égal à 2pi, la racine carrée de m sur k. Ok, donc voilà l'expression de la période propre de l'oscillateur, ou bien du pendule élastique. Alors vous voyez bien que T0 dépend uniquement de M et K. Ça veut dire qu'il dépend uniquement des caractéristiques de l'oscillateur. Ok, donc donc lorsqu'on choisit, ou bien dès qu'on a choisi la masse du solide et le ressort, ça veut dire qu'on a choisi la constante du Rodor, donc on a déterminé la période propre. Donc T0 dépend uniquement des caractéristiques du pendule ou bien de l'oscillateur. Donc, et finalement, l'équation devient, ou bien ça veut dire l'élongation, aura cette expression. Donc, je vais remplacer dans x de t, voilà, donc xm cosinus de pi sur t0, je vais remplacer t0 par son expression, et j'obtiens x de t égale à xm, ok, cosinus de 2pi sur t0, donc sur 2pi, et voilà la racine carrée de k sur m. Donc plus phi. Ok, donc finalement, je vais obtenir x de t égale à xm cosinus de, voilà ici, pardon, c'est t, la racine carrée de k sur m, ok, fois t, plus phi. Voilà l'expression de x de t après qu'on a remplacé t0 par son expression. Et maintenant, il nous reste à déterminer xm et phi. Alors, je dois rappeler les conditions initiales. Donc, maintenant, détermination de de xm et phi. À t égale à 0, donc j'ai dit qu'on a écarté le solide S de sa position d'équilibre, donc à une distance à une distance A de sa position d'équilibre. Ça veut dire que x à l'instant t égale à 0 égale à A. À t égale à 0, x 0 égale à A. Et on a lâché le système sans vitesse initiale. Ça veut dire sans qu'on lui donne une énergie cinétique. Ça veut dire que x.0 égale à 0. Alors voici les conditions initiales. Donc je vais me servir de ces conditions pour déterminer xm et t. Donc je commence, voilà, à t égale à 0, on a x de 0 égale, ok, donc ici 0, ça va donner xm cosinus phi égale à A. Et x point de 0 qui est égal à, voilà, donc moins xm, donc ça va donner moins, voilà, donc la dérivée de xm cosinus, ok, donc k sur m c'est un coefficient,
donc il va sortir du cosinus et j'obtiens moins xm, la racine carrée de k sur m, sinus, ok, sinus, k sur m, t, ok, donc c'est 0, ça va donner ici 0. Il me reste uniquement sinus phi égale à 0. Ok. Alors xm fois racine carrée de k sur m ne pourra pas être nul. Donc ce qui est nul, c'est sinus phi. Donc, et si sinus phi égale à 0, donc sinus phi égale à 0 implique que phi soit il est nul ou phi égale à pi. Donc on doit choisir entre 0 et pi. Donc pour cela, je dois voir les conditions de la position initiale. Alors on a ici x à l'instant t égale à 0 égale à a, et a elle est positive, donc a est positive, donc implique que phi doit être égal à 0. Si phi égale à pi, on aura a négative. Donc quand est-ce qu'on prend a négative? Donc si j'écarte S de sa position d'équilibre en comprimant le ressort, ça veut dire en déplaçant S vers la gauche. Okay? Dans ce cas, on pourra prendre, donc A sera bien sûr négatif, mais ici on a écarté le corps de sa position d'équilibre vers la droite. Ça veut dire qu'on a allongé le ressort, on a décomprimé le ressort. Donc peut-être dans des exercices, ils peuvent vous dire qu'on comprime le ressort. Dans ce cas, l'abscisse initiale sera négative. Et à ce moment-là, je dois prendre phi égale à pi. Mais notre cas, on a pris A est positif. Ok. Donc je dois ici signaler que A est positif. Donc A est positif implique que phi, donc si seulement si phi égale à 0. Et de là, je vais obtenir, et puis, donc, lorsque je remplace ici 0 ici, donc j'obtiens x0 égale à a. Et donc, xm, pardon, oui, x0, ça veut dire xm égale à a. Des fois, on peut, par exemple, communiquer une énergie cinétique à l'instant t égale à 0 au corps S. Alors dans ce cas, on va trouver ici que x point n'est pas nul, donc je dois retenir ou bien dans cette expression j'aurai pas 0 et j'aurai d'autres, ça veut dire xm aura une autre expression. Bon, finalement, x de t donc égale xm c'est a cosinus de la racine carrée de k sur m fois t. Voilà l'expression de l'élongation du ressort ou bien l'abscisse du point M. Ok. Alors donc c'est x de t, c'est une fonction périodique, ça veut dire que le mouvement de S c'est un mouvement périodique. Donc on peut représenter x de t en fonction du temps. Voilà. Ok, donc ici par exemple t sur 4, t0 pardon sur 4, t0 sur 2, 3t0 sur 4, t. Ok, donc je vais représenter x de t sur une période. Ok, donc voilà, ici j'ai l'élongation x de t, bien sûr en mètres. Ok, ici j'ai le temps en secondes. Alors les conditions initiales, donc à t égale à 0, x de t égale à a. Ok, cosinus de 0 égale à 1. Donc voilà a. Ok. Donc x de t varie entre a et moins a. Et moins a. Voilà.
Donc voilà, ok. Alors ici, je vais faire ce trait en pointillé. Voilà. Alors, à t égale à 0a, donc t sur 4, c'est nul. Ici, à t sur 2, ok, donc x de t égale à moins 1. Et voilà, donc je vais essayer de représenter cette fonction sinusoïdale. Voilà. Donc, et puis à t, 3t, 0 sur 4, la fonction sera nulle, ok, pour être égale à nouveau à l'instant t égale à t0. Voilà. Voilà. Alors ici c'est t. Donc là c'est 3, pardon, t0 sur 4. Ici c'est t0 sur 2. Ici t0 sur 4. Et donc si je veux représenter la fonction dans le temps, alors ce motif-là va se répéter à chaque période. Ok, chaque période, ce motif-là va se répéter. Ok, voilà, pardon. Et voilà, ainsi de suite. Ok, alors ici j'aurai 2 t0. Donc c'est une fonction périodique de période t0. Bon, voilà pour l'étude théorique du pendule élastique. Donc prochainement, donc, je vais aborder les autres systèmes oscillants. Je vais donc commencer par le pendule pesant. Ok. Donc je vais faire une petite représentation du pendule pesant. Pour la prochaine séance, je commence directement son étude théorique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pendule pesant? Donc ici, je vais écrire 2 pendules pesants. Donc c'est un solide de masse m qui peut être en rotation autour d'un axe horizontal. Ok. Donc, par exemple, voilà, donc je peux considérer que cette brosse est un corps solide. Alors ici, voilà l'axe. Donc, et elle effectue des oscillations, ok, un mouvement de rotation autour de l'axe horizontal. Bon, ces oscillations se font, bien sûr, le corps il est en rotation autour d'un axe horizontal, mais les oscillations sont effectuées autour de la position d'équilibre stable. Okay? Donc si je fais un schéma, alors voilà notre axe horizontal, ok. Donc le solide, ok, par exemple, voilà notre solide, ok. Donc voilà son centre d'inertie G. Alors ici, donc je vais prendre une direction, ok. Voilà, par exemple l'axe des Y. Voilà le vecteur position. Ok, donc ici c'est O, ok. Alors ici OG. Donc au début, le solide S est en équilibre. Ça veut dire que son centre d'inertie était, ok, en ce point. Donc ici c'est G0. Donc on écarte le solide de sa position d'équilibre et puis on le lâche donc sans vitesse initiale et on suppose qu'il n'y a pas de frottement entre l'axe delta et le solide. Alors ce solide, ok, va effectuer des mouvements de va-et-vient autour de sa position d'équilibre stable, ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, parce qu'il y a position d'équilibre stable et position d'équilibre instable. Ok. Donc, comment on distingue entre position d'équilibre stable et position d'équilibre instable? Alors, si la position d'équilibre se trouve en bas, ça veut dire au-dessous de l'axe de rotation,
dans ce cas, cette position est dite position d'équilibre stable. Si la position d'équilibre se trouve en haut, ça veut dire au-dessus de l'axe delta, dans ce cas, la position d'équilibre est instable. Okay? Donc nous, on va étudier les oscillations autour de la position d'équilibre stable. Donc, bon, pour repérer le mouvement de G, donc pour repérer le mouvement de G, donc on utilise l'angle θ. Ok. Donc l'angle θ, c'est l'abscisse adéquate pour étudier ou bien pour le repérage de la position du mouvement du solide. Donc on utilise θ, donc qui est égal au vecteur OG, 0, OG. Alors on se demande ces oscillations sont dues à quelle action mécanique. Bien sûr, donc si on fait l'inventaire des forces, donc le solide sera soumis à son poids, ok, son poids P, et bien sûr la réaction de l'axe. Alors puisqu'on a négligé la réaction de l'axe, dans ce cas le moment de la réaction de l'axe est nul, ok, et le solide ne sera soumis qu'à l'effet, okay, du poids. Ça veut dire que le moment du poids n'est pas nul. Donc la cause du mouvement des oscillations, c'est P. Donc c'est P qui entraîne les oscillations libres de l'oscillateur pesant. Okay. Bon, donc je vais continuer la prochaine fois. Donc on va étudier bien sûr le mouvement de ce solide et on va déterminer comment varie θ en fonction du temps. Merci pour votre attention et à la prochaine.